à nous dire. Tout au long de sa vie, Malek Shebel, anthropologue, psychanalyste, essayiste, a tenté de démocratiser l'islam. Il a traduit le Coran notamment, mais il a aussi essayé de déconstruire les tabous autour de cette religion en publiant notamment l'érotisme arabe en 2014 et le manifeste pour un islam des Lumières. Georges Leroux, que nous accueillons de nouveau sur ce plateau, notre collaborateur bien-aimé, professeur émérite de philosophie à l'UQAM. Qui était Malek Shebel? Il est disparu il y a quelques semaines, en fait, en novembre dernier, à l'âge de 63 ans. Il est mort d'un cancer à Paris, Georges. Oui, c'est une grosse perte pour ceux qu'on pourrait regrouper dans la confrérie des musulmans éclairés, c'est-à-dire des intellectuels, philosophes, anthropologues, ethnologues, psychanalystes, immigrés de régimes totalitaires, c'était son cas, et qui s'étant installés à Paris. Oui, il est né en Algérie, en fait. Oui, c'est ça. Lui est né en Algérie. Oui. On fait une carrière académique, c'est-à-dire il a étudié beaucoup, il est titulaire de 2 doctorats, un en ethnologie notamment, qui est absolument magnifique sur la culture kabyle. Et ces gens-là, c'est surtout des hommes, je dirais, ont développé une œuvre critique pour tenter de répondre à l'appel de ceux qui, comme nous, si j'ose dire, de l'autre côté de la barrière, disent « Mais qu'est-ce que vous faites, vous autres, les intellectuels qui adhèrent à l'islam, pour déconstruire, critiquer l'islamisme politique ?» Et donc, il a développé cette œuvre-là de manière très généreuse, je tiens à le dire, parce que sur le plan personnel, il a renoncé très rapidement à une carrière savante qui aurait été pour lui tout à fait ouverte. C'est le cas aussi d'un autre qui est disparu il y a pas longtemps, qui était son grand ami Abdelwahab Medeb, qui avait l'émission sur France Culture Lumière d'Islam. Et donc cette confrérie, je l'appelle comme ça parce que ils travaillaient tous ensemble et leur œuvre a une résonance, l'un parle à l'autre et tout, et elle se dirige d'abord et avant tout vers le grand public. Ce ne sont pas des universitaires hermétiques savants qui parlent à leurs collègues. Qui parlent à leurs collègues. Oui. Il y en a eu beaucoup. Oui. L'islamologie française est d'une richesse exceptionnelle. Depuis Louis Massignon, Mohamed Harkoun, ils sont très nombreux. Mais c'est pas ce groupe-là. C'est au contraire un groupe donc qui veut éclairer l'islam culturel et montrer que l'islam a tout dans sa tradition pour réussir la transition vers la démocratie. Vers la modernité. Vers la modernité. Oui. Oui. Et donc, ils ont des interlocuteurs dans le monde. Je pense à Bernard Lewis, il y en a plusieurs. Bernard Lewis qui lui aussi a fait une œuvre de ce type. Alors donc, l'œuvre de Shebel, d'abord, il faut quand même le dire, elle est extraordinairement considérable. C'est des livres et des livres et des livres. Avec une petite fixation sur l'érotisme quand même, Georges, parce qu'il y a eu le Kama Sutra aussi. Oui. Alors, ça vous fait rire, mais... Non, bon. Ça me fait rire parce que lui-même aimait se reconnaître là-dedans. Oui. Je l'ai rencontré déjà. C'était un homme suave, délicieux de contact, comme sont souvent ces intellectuels-là, très affable, et qui n'avait aucune réticence à parler de ces questions qui sont tabous dans l'islam rigoriste, austère, qui engendre les monstres qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Donc oui, il avait cette œuvre-là. Mais pour lui, ce serait peut-être la première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il a revendiqué pour lui l'expression islam des Lumières. Alors, lumière dans notre culture, on le sait ce que ça veut dire. Ça veut dire essentiellement les intellectuels de la Révolution. C'est le passage à la raison, c'est Kant. Et donc, cette tradition ne s'est jamais implantée dans la culture maghrébine, dans la culture arabo-musulmane. Et quand ces intellectuels commencent à réfléchir à ce qu'il faudrait faire avec le Coran, la première chose qu'ils voient, c'est qu'il faudrait reprendre le programme des Lumières, que les chrétiens et les juifs, un programme qu'ils ont fait, qu'ils ont mis en œuvre dès le XVIIIe siècle avec des écrivains et des savants comme Simon, par exemple. Et donc, l'idée, c'est critiquer la tradition historique, montrer que toutes les légendes qui se sont agrégées autour du prophète reposent sur rien, sur un corpus qui est absolument légendaire, c'est certain. Et donc, ils ont commencé à travailler d'abord sur une traduction du Coran. Il y en a eu plusieurs qui ont été faites durant cette période-là. Ce sont des traductions qui enlèvent tous les aspects d'interdits. Quand on lit, moi je suis pas arabisant malheureusement, mais la critique a été exceptionnelle concernant leur travail d'adaptation du Coran, de relecture critique du Coran. Mais malheur pour eux,
faut quand même le reconnaître, faut regarder les faits en face. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont eu aucune réception dans les milieux critiques maghrébins, arabo-musulmans. Bon, comment on explique ça? Alors, écoutez, la structure d'autorité qui existe dans les mosquées qui contrôlent la lecture du Coran et son interprétation est une structure d'autorité médiévale, il faut quand même le dire. Tout part de la grande mosquée du Caire à Al-Azhar, et il y en a comme ça dans chacun des pays. Donc il y a une vraie réticence à une relecture, forcément. Pas juste une réticence, une hostilité affirmée, active et tout. Parlez-en avec un de leurs groupes qui est plus jeune qu'eux, que j'aime beaucoup, qui était même un ami personnel, qui s'appelle Rachid Benzine, qui vit à Paris et qui enseigne à l'université d'Aix-en-Provence. Rachid Benzine est pratiquement trucidé en ligne 10 fois par jour par les tenants de cette autorité, donc des grandes mosquées. Mais ils ont continué quand même. Et parmi les livres de Malek Shebel, que personnellement j'aime beaucoup, il y a d'abord et avant tout celui sur la réintroduction de la place du sujet. C'est-à-dire que pour lui, le grand problème des musulmans, c'est que avec la soumission millénaire, depuis en gros le XIVe siècle, à l'autorité des oulémas, le sujet est disparu. La possibilité que le sujet soit libre politiquement, qu'il intervienne, comme nous l'avons appris en Occident, sur la tradition textuelle de nos textes, et qui découvre en d'autres mots qu'il y a telle chose qu'une théorie de l'interprétation, une herméneutique, une philosophie du sens, en fait toutes les choses que nous avons apprises à cause des Lumières, pas seulement à cause de Kant, mais à cause de tous les théoriciens qui, autour de Kant, nous ont introduit à l'art de l'interprétation. Donc ça c'est quelque chose que Shebel a répété toute sa vie. Il faut que le musulman, même le plus pieux dans sa mosquée de banlieue, etc., apprenne que le texte qu'il apprend par cœur est susceptible de beaucoup d'interprétations. Avec un regard critique, c'est ce que souhaite, par exemple, le philosophe Abdenour Bidar aussi. Oui, alors à sa façon. Oui, Bidar fait que nous avons accueilli régulièrement. Oui, Bidar est un héritier de... Justement, c'est la même situation. C'est intéressant que vous parliez de lui, parce que Bidar, c'est un enfant de la République. Absolument. Il a une éducation... Il est normalien, agrégé de philosophie, et donc il a cette grande culture critique, musulmane. mais il est de culture musulmane par son père. Et donc il par sa mère, en fait. Ah bon? Par sa mère, qui était soufiste, en fait. Et donc il a développé lui-même ce programme critique. Donc il faut écouter ce programme. La deuxième chose, justement, on parle du soufisme. C'est intéressant, le soufisme. Oui. Shebel a montré que dans la tradition soufie, il y avait tous les éléments pour accéder à la subjectivité, c'est-à-dire accéder à cet espace de raison, cet espace rationnel où les musulmans pouvaient faire un chemin vers le développement de la science. Alors, il répond en gros à Lewis, parce que c'est Bernard Lewis, l'anthropologue théoricien de l'islam, qui a essayé d'expliquer dans son fameux livre Why Everything Went Wrong, pourquoi tout s'est si mal passé pour eux. Eh bien, ils ont supprimé les traductions, ils ont interdit les voyages, et ainsi de suite. Il faut dire, c'est un processus qui ne date pas d'hier. Ça fait 2 siècles, en gros, que cette fermeture, cette chape de plomb, c'est la bonne image. Alors, le soufisme est précisément une échappatoire, c'est-à-dire une possibilité de s'en sortir par l'expérience libre du sujet qui découvre sa propre spiritualité, son désir de s'unir au principe. Alors, ça passe beaucoup par la méditation. Oui, absolument, l'exercice spirituel. Et donc, Shebel a écrit beaucoup sur ça aussi. Un troisième point qui me semble très, très important, c'est que Shebel a quand même vécu toute sa vie pratiquement dans la démocratie européenne. Il a connu les apories, on pourrait dire, du libéralisme, et contrairement à ceux qui argumentent à partir des difficultés de la démocratie libérale pour amener les fidèles vers l'islamisme, il a montré au contraire que les musulmans auraient tout intérêt à écouter le message de liberté qui, malgré tant de difficultés, fait son chemin dans nos démocraties. Et donc, il a été le propagateur, l'ardent apôtre de la démocratie libérale en France. À tel point que, dans sa vie, c'est quelque chose que j'aimerais explorer, que j'ai découvert en lisant ces 2 derniers livres, il a été mandaté
Vous savez, il y a eu une époque où le président Sarkozy voulait sortir les musulmans de France. Il voulait, ça a été son argument pour exclure la Turquie de l'Union européenne. Mais il disait en gros aux musulmans, écoutez, on va s'occuper de vous, on va faire une grande alliance méditerranéenne et vous allez avoir votre culture, mais l'important, c'est que vous soyez de l'autre côté du port de Marseille. Une certaine rigidité, à l'égard du voile, par exemple. Exactement. Oui, évidemment. Oui. Et alors, Chebel a pris le contre-pied de ça. Oui. Il a été très engagé dans le projet d'une charte méditerranéenne dont, au contraire, les Arabes, les musulmans du Maghreb, pourraient être des partenaires, de manière à ce qu'ils intègrent dans leur société les idéaux des sociétés libérales. Alors, ça me semble tout à son honneur. Son dernier livre est une biographie du prophète. Ça m'a beaucoup touché qu'il meure en l'écrivant. Oui. C'est une superbe biographie. Si vous n'en avez lu aucune, c'est une biographie grand public. C'est pas une biographie savante. Il y en existe des dizaines des biographies savantes. Mais c'est une biographie qui repose sur une lecture très fine du témoignage du hadith. On appelle le hadith les témoignages un peu comme les évangiles pour Jésus. Ce ne sont pas les textes de la parole de Mahomet. C'est pas le Coran dit autrement. Mais c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a vécu et ainsi de suite. Et là, on essaie d'expliquer, Chebel est très fort là-dessus, le développement de la personnalité politique de Muhammad. Parce qu'il faut quand même dire que ça commence raide, l'islam. C'est-à-dire qu'après la première révélation du Coran, il y a déjà des guerres. Oui, et on en a parlé ensemble d'ailleurs autour de ce livre assez controversé qui est paru en France, là, de cette historienne. Ah oui, Madame Wardi. Ben oui. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ah oui, elle expose très bien tout ça. Oui, c'est remarquable. Oui. Un livre absolument remarquable. Oui. Et donc là, en fait, lui, sa biographie est vraiment orientée vers l'aspect... La convergence politique et personnelle dans sa biographie, son désir d'apporter la paix en Arabie, ce qui va faire un peu de force, mais en même temps, il va apporter la guerre partout en même temps. C'est quand même assez difficile. J'aimerais dire quelque chose sur cette question de l'érotisme. Vous y revenez, là. C'est parce que je l'avais prévu. Excusez-moi, je vous avais précipité, Georges. Non, c'est correct. C'est bien, il y a plusieurs chemins pour aller vers le noyau. Parce que c'est le noyau. Oui, il est ethnologue, il est anthropologue, mais il a été très influencé, comme toute sa génération, par la psychanalyse. La question de l'inconscient. Et l'idée que l'accès à l'inconscient peut être une clé pour les tenants de la culture arabo-musulmane est une idée qu'il a beaucoup, beaucoup investie. Il n'est pas seul à avoir fait ça, mais il l'a fait. Et c'est ça qui l'a amené, par exemple, dans son livre « Désir et beauté en islam », à montrer que dans la tradition islamique, il y a tout un ensemble de volets qui touchent précisément l'art du corps. Ça va du tatouage, le henné, la calligraphie, les manuscrits, le moucharabier, l'architecture, les places publiques. Tout ce qu'on aime en le rapport à la nourriture. Le rapport à la nourriture. Et même le vin. Et même le vin, ce qui est très surprenant, parce qu'on dit que le rigorisme récent de ces théoriciens politiques exclut l'alcool. Eh ben non, lui, il montre que dans la tradition, d'abord que non seulement que Mahomet buvait du vin, mais qu'il en buvait beaucoup. Et après la mort de sa femme, Khadija, qui était le grand amour de sa vie, avec laquelle il a eu une union fidèle pendant une vingtaine d'années, et après, il a commencé une nouvelle existence, disons avec plusieurs concubines. Il a découvert les joies du sérail et du harem. Mais on peut lui envier ça. Du polyamour, on dirait aujourd'hui, Georges. Oui, le polyamour. Pour employer un terme à la mode. Chebel s'est intéressé à tous ces aspects de la culture islamique qui sont refoulés aujourd'hui. Et ce refoulement, écoutez, récemment, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est passé à Télé-Québec, je pense, le film de Raymonde Provencher, notre compatriote québécoise qui fait de si beaux films. Et elle a fait un film qui s'appelle Café Désir. Elle est allée en Algérie, elle a interviewé des jeunes et elle a essayé de comprendre la force de la contrainte qui s'exerce sur eux par rapport à la sexualité. C'est le contrôle du corps, Le contrôle du corps. Qui s'opère dans toutes les religions, cela dit, monothéistes, là, certainement. Là. Peut-être plus aujourd'hui en islam que jamais. Oui, bien sûr. Et donc, ces jeunes-là, leur langage est très déluré. Ça consiste à dire, écoutez, nous, nos femmes doivent être vierges quand elles arrivent au mariage. Nous, non.
évidemment, puisque, bon, je passe les gros mots, mais il y en a pas mal. Et donc, Chebel est en parfaite, comment dire, harmonie avec ce regard sur la culture du refoulement. Ça a été beaucoup rendu public par les fameux articles de Kamel Daoud, concernant Meursault, Camus, absolument. Tout ça. Et qui a risqué d'ailleurs, parce qu'on l'a reçu sur ce plateau. Kamel Daoud doit être accompagné constamment, ou en tout cas surveillé par les propos qu'il a pu tenir dans certains journaux, par exemple. Oui, mais Daoud est loin d'être le premier à avoir insisté sur la prééminence de cet érotisme et la nécessité de considérer le refoulement comme un facteur politique. Ça va de soi. C'est dit. On va terminer là-dessus, Georges. Oui, absolument. Écoutez, s'il s'agit de terminer, terminons. Je dis ça parce que... Faut parler d'Isaac Newton, entre autres. Non, mais je conclus en disant que la biographie est magnifique et son recueil d'essais, Désir et beauté en islam, est une excellente introduction à sa pensée. Bravo. Une pensée rebelle, une pensée vraiment critique. Oui, on va regretter cet esprit, mais on va le regretter. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut le lire. Il a de nombreux ouvrages qu'il a publiés au cours de sa carrière. On va placer les références de cette biographie de Mohamed et de certains de ses ouvrages les plus connus. Donc, Mohamed, prophète de l'islam de Malek Chebel, c'est publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup, Georges Leroux. Plus on est de faux, plus on lit. Avec Marie-Louise Arsenault. Sur ICI Radio-Canada, première.